Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique en direct de Al24 News. Le dossier ukrainien continue à capter l'attention. Depuis près de 2 semaines, les événements se précipitent à une vitesse telle qu'il est difficile de prendre du recul face aux déclarations des uns et des autres, sans oublier les effets d'annonce d'aide militaire et financière de l'Europe à Kiev. Les chars Panther 2 sont promis par l'Allemagne à Kiev, des bombes américaines F-16 par les États-Unis, et que sait-on d'autre pour peu que Zelensky soit satisfait et satisfasse ceux qui alimente le conflit. Le sommet de Kiev vient renforcer l'Ukraine, pas plus de promesses, par plus de promesses, y compris celles longtemps miroitées de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. En face, Poutine célèbre le 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad et coïncidence ou hasard, le parallèle est tout fait. Son discours est sans équivoque. Une lecture entre les lignes s'impose, le débat est lancé. Alors, pour en parler avec nous ce soir, Monsieur Dimitri de Koshko, depuis Paris par Skype. Il est journaliste français. Monsieur de Koshko, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous les spectateurs. Et Monsieur Makhlouf Sahal, expert en questions internationales. Vous êtes également professeur des universités en sciences politiques et spécialiste des questions aussi juridiques. Monsieur Makhlouf Sahal, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, madame, et bonsoir à votre invité et à vos téléspectateurs, et merci pour l'invitation. L'Europe, Monsieur Sahal, se déplace à Kiev pour soutenir l'Ukraine, dira Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Une conférence sur les décombres. Cela a-t-il plus de poids? Cette conférence a-t-elle plus de poids à Kiev qu'ailleurs? Bon, vous savez, sur le plan formel, on peut dire que c'est une nouvelle provocation de la part des Occidentaux et bien entendu de la part des Européens qui ont décidé d'organiser cette rencontre à Kiev en plein conflit, en pleine situation conflictuelle. Ceci, en langage décodé, ceci pourrait être considéré comme étant un défi à l'égard de la Russie, et d'autre part, cela pourrait être aussi une preuve qu'il y a une volonté politique au sein de l'Europe et aussi à travers cela au sein du bloc occidental, d'une manière générale, qu'il y a une volonté de prouver qu'ils sont aux côtés de l'Ukraine d'une manière très claire, très directe, ce qui pourrait être interprété comme étant une action de provocation et de défi, comme je vous ai dit, à l'égard de la Russie. En second lieu, je pense que cette réunion constitue également un soutien, pas seulement diplomatique, mais aussi politique, et qui vient confirmer qu'il y a une volonté politique de la part des Européens de faire durer le conflit et de ne pas contribuer d'une manière ou d'une autre à chercher à trouver les moyens qui pourraient amener à une table de négociation. Oui. Troisièmement, cet acte traduit, à mon sens, une preuve formelle que le conflit, comme je l'ai toujours dit pour ma part en étant un politologue qui est spécialisé en relations internationales, moi depuis le début, je n'ai pas cessé de dire que le conflit n'est pas entre la Russie et l'Ukraine, mais il se situe plutôt à un niveau plus supérieur, c'est-à-dire entre la Russie et le bloc occidental d'une manière générale, ce qui pourrait être interprété selon la rhétorique qu'on connaît dans les relations internationales comme étant une reproduction de la guerre froide, pas avec les mêmes schémas, pas avec les mêmes moyens, comme c'était le cas auparavant, mais on est toujours dans une situation
pratiquement de guerre froide. Très bien, Donc, monsieur. un quatrième point, si vous permettez. Oui, allez-y. Cette rencontre constitue aussi, à mon sens, une traduction claire qu'il y a une volonté qui a toujours existé, qui existe toujours du côté européen de se déployer, pas seulement politiquement, mais aussi stratégiquement, militairement, très près, d'une façon très près des frontières russes, parce que quand vous dites une rencontre politique de cette envergure à Kiev, cela veut dire qu'on est à quelques centaines de kilomètres de Moscou, ce qui constitue un rapprochement du bloc occidental vers ce qu'on appelle dans la géopolitique, c'est l'espace vital direct de la Russie, ce qui pourrait être interprété encore une fois comme une provocation et une menace directe pour la sécurité de la Russie. C'est pour ça que justement Poutine a déclaré aujourd'hui lors de son discours à l'occasion du 80e anniversaire ou commémoration de la bataille de Stalingrad, je le cite, « Nous n'envoyons pas nos chars à leurs frontières, mais nous avons de quoi leur répondre et cela ne se limitera pas à l'utilisation de véhicules blindés. » C'était un petit peu les propos de Poutine. Monsieur de Koshko, alors en quoi ce sommet est-il différent, si tel est le cas, de ceux qui l'ont précédé, si ce n'est à part, c'est-à-dire le fait qu'il se tienne à Kiev depuis le début du conflit? Ben, c'est ça qui est différent, c'est qu'il se tient à Kiev et donc il signe par là ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire encore une opération de communication essentiellement et de propagande. Il faut bien dire que bien sûr que c'est une provocation, votre interlocuteur a parfaitement raison, Oui. mais c'est une provocation qui est quand même pas très sérieuse en dehors de la volonté de propagande et de communication. Parce qu'il est bien évident que ce n'est pas aujourd'hui l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Elle a des tas de conditions à remplir. C'est complètement... il y a un aspect esbrouf. Il y a effectivement un déplacement de hauts fonctionnaires européens qui ne sont élus par personne, mais qui mangent beaucoup de nos impôts, il faut bien le dire, Oui. Et qui vont nous coûter encore cher pour ce déplacement à Kiev. D'autre part, on voit bien d'ailleurs au visage du clown Zelensky que ce n'est pas du tout, il n'est pas très très gai de cette affaire, et il se rend bien compte à quel point c'est une affaire qui ne va pas changer grand-chose au sort de l'Ukraine par rapport à l'Union européenne. Et d'un certain point de vue, heureusement, parce que ça voudrait dire que l'Union européenne aurait à payer énormément pour reconstruire quelque chose en Ukraine. On ne sait pas dans quelle Ukraine, on ne sait pas quelle population, on ne sait pas sur quelle surface. L'Ukraine qui faisait 50 millions d'habitants en 91, qui n'en faisait plus que 38 millions en 2014 à peu près, et qui aujourd'hui est estimée à quelques 24 millions peut-être. C'est à peu près ce que représente Zelensky au niveau des habitants. Mais si l'Ukraine, admettons, serait admise aujourd'hui dans l'Union européenne, eh bien ça voudrait dire qu'elle entre de facto dans l'OTAN, puisqu'il est écrit dans les résolutions notamment de Maastricht, mais qui sont aussi celles du traité de Lisbonne, oui, que pour notre part en France, Sarkozy a signé au dépit et en crachant sur la décision du peuple français qui, par référendum, avait rejeté la Constitution européenne. Eh bien, il est prévu que la défense de l'Union européenne était assurée par l'OTAN. Donc, ça voudrait dire que l'Ukraine entrerait dans l'OTAN, ce qui, évidemment, signifierait complètement autre chose au niveau de la confrontation entre la Russie et l'OTAN sur le territoire ukrainien, au moins au niveau formel. D'autre part, on est à relever que, vous avez vu Charles Michel, qui se met son drapeau ukrainien, qui lance des slogans dont il ne doit pas connaître exactement la signification historique, mais il crie notamment le Slava Ukraina, ce qui veut dire gloire à l'Ukraine, qui était le mot d'ordre de Bandera
et de ceux qui collaboraient avec les nazis. Donc ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Oui, alors Monsieur Makhlouf, la première des choses qui a été faite lorsque justement les 27 se sont rendus à Kiev, c'est que Zelensky, comme à son habitude, demande encore de l'aide, alors qu'on sait très bien que depuis le début du conflit, l'Europe, l'Union européenne, l'OTAN, les États-Unis ne cessent de débloquer des aides financières à coût de milliards. Alors, il demande de l'aide et qui soit rapide pour libérer, je cite, le Donbass. Qu'en pensez-vous, Monsieur Makhlouf? Vous savez, tout le monde sait, du moins les spécialistes en matière d'économie et de politique internationale s'accordent à dire que c'est un fardeau qui doit peser énormément sur les économies de l'Union européenne et des pays membres de l'Europe. On commence même à avoir des signes de crise économique, socio-économique dans certains pays européens. Et même, on commence même à parler d'un refus de la part de certaines opinions publiques au sein de quelques pays européens où on refuse cette situation conflictuelle qui perdure et qui commence à peser justement sur les économies européennes, ce qui, à mon sens, aura des incidences même sur l'avenir politique de certains partis qui gouvernent actuellement en Europe. Et c'est pour cela que je dis c'est beaucoup plus cette rencontre est un acte de signification politique et diplomatique pour dire que les Européens sont là pour apporter un appui politique et diplomatique et bien entendu militaire, comme on le sait, à l'Ukraine. Oui. Maintenant, pour parler d'une rencontre qui va permettre de considérer l'Ukraine comme étant un membre au sein de l'Union européenne, cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. Quand on sait que sur le plan structurel et sur le plan des textes qui régissent l'Union européenne, pour qu'il y ait une adhésion d'un nouveau membre au sein de l'Union européenne, c'est tout un processus qui doit être respecté. C'est un ensemble de procédures et de conditions qui doivent être aussi remplies par le candidat, le pays candidat, ce qui va demander du temps, même s'il y a peut-être une volonté chez certains pays européens d'accélérer ou peut-être d'outrepasser ces procédures. Mais ce qui pourrait constituer un problème, c'est que pour qu'un nouveau membre soit accepté au sein de l'Union européenne, il faudrait qu'il y ait une décision consensuelle de tous les membres, ce qui n'est pas garanti au sein de l'Europe actuellement, même si on a vu cette rencontre. Il y a aussi quelques pays, peut-être qu'ils ne le disent pas aussi franchement que cela, mais il est clair que certains pays commencent à douter de cette politique menée par l'Union européenne, menée par le bloc occidental d'une manière générale, et qui pousse à faire perdurer ce conflit, ce qui n'est pas dans l'intérêt de la stabilité, de la sécurité en Europe. Absolument. Alors, vous faites bien de le dire parce que de toute façon, la question qui va venir, c'est adressée à M. de Koshko, c'est pourquoi à chaque réunion des 27, les dirigeants de l'UE, ils font ressurgir cette question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, une sorte de rêve ou d'espoir miroité à l'Ukraine, sachant pertinemment que depuis le départ, Zelensky n'a eu de cesse justement de faire cette demande. Est-ce que c'est une façon de le tenir en haleine, M. de Koshko, pour bien accomplir son travail sur le terrain? Non, vous vous rendez bien compte que c'est quand même un jeu. Hein. C'est pas pour rien que Zelensky a été choisi comme président. C'est que c'est un très bon acteur.
Et du reste, de ce point de vue-là, il remplit assez bien son rôle. Mais bien évidemment, c'est effectivement au nom d'un espoir d'adhésion à l'Union européenne qu'on est arrivé à faire bouger des foules en Ukraine pour le Maïdan, en leur faisant des promesses absolument incroyables que les gens aient avalées en plus, en leur promettant des salaires et des retraites de 3 000 € par mois, etc. C'est avec ça que les gens ont marché au début du Maïdan, c'est-à-dire en 2014, lorsque s'est effectué le coup d'État sur instruction américaine à Kiev, malgré l'accord qui avait été signé entre l'opposition et le président élu Yanukovych, n'oubliez pas. Donc, il est évident qu'il faut continuer à agiter cette carotte de l'adhésion à l'Union européenne devant ce qui reste d'opinion ukrainienne. Je ne sais pas à quel point ils en sont encore dupes, peut-être que oui. En tout cas, ça s'agite. Ce qui est d'autant plus une opération de simple communication, bien qu'il y ait été obtenu quelque chose, c'est que la procédure de préadhésion a été accélérée pour l'Ukraine. Mais encore une fois, ce sont des déclarations, tout ça. Il va falloir quand même que ça s'applique. Pour l'instant, c'est quand même des paroles verbales, disons. Donc ça n'implique ou ça n'engage que ceux qui y croient. Mais d'autant plus que malheureusement, l'Union européenne, dans toute cette histoire, ne fera qu'obéir au maître. Et le maître, il est de l'autre côté de l'Atlantique. Et l'Union européenne ne sera bonne qu'à payer, qu'à prononcer des sanctions que Mme von der Leyen promet d'accroître encore, de faire un 10e train de sanctions qui nous frappe, nous, en premier lieu, beaucoup plus encore que la Russie, bien que la Russie, ça la frappe aussi, bien évidemment, mais ça la gêne tout en la stimulant pour son développement d'ailleurs. Oui. Mais il n'empêche que de toutes les façons, rien pour le sort du conflit ne dépend de cette Union européenne. Rien de rien. Ça ne pourra se décider qu'avec les États-Unis. Et c'est quand les États-Unis décideront qu'ils sont d'accord pour négocier avec la Russie une nouvelle situation de sécurité européenne, c'est-à-dire à la limite un nouveau Yalta, si vous voulez, rattaché encore à Stalingrad et à la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il n'y aura rien de fait. Mais demain, si les États-Unis décident d'arrêter la guerre, c'est très possible. L'ennui, c'est qu'évidemment, dans la mesure où ça ne leur coûte pas grand-chose, puisque c'est les Européens qui payent et qui achètent le gaz américain, où les entreprises européennes risquent de déménager aux États-Unis, et que d'autre part, ce sont les Ukrainiens qui meurent, d'autre part, tous les milliards qui sont versés soi-disant à l'Ukraine, une grande partie reste quand même pour des commandes au secteur militaro-industriel américain, dans une certaine mesure un petit peu pour l'Union européenne, mais essentiellement américain. Et puis d'autre part, il y a toutes les rétrocommissions. Oui. Donc vous pensez bien que pour l'instant, le conflit, il est profitable aux États-Unis, aux grandes compagnies américaines, à la finance américaine. C'est ça que vous essayez de dire, donc. À quel moment décideront-ils que c'est plus cher que ça ne rapporte, que ça devient un peu trop risqué? C'est eux qui décideront, mais ce n'est pas l'Union européenne. Et ce n'est pas non plus Zelensky. En tous les cas, ça a été démontré à plus d'un titre. Monsieur Makhlouf Sahel, dites-nous, alors, il y a le sommet de Kiev de l'Union européenne, il y a la somme de 500 millions d'euros, une enveloppe militaire qui va encore être déboursée pour l'Ukraine, il y a les chars allemands, les fameux Léopard 2, mais il y a également les 2 milliards de dollars et l'envoi de roquettes d'une portée de 150 km américains. Donc tout ça, ça chiffre sur le compteur. Mais de l'autre côté, il y a Poutine. Il y a le discours de Poutine et la déclaration de Poutine il n'y a pas longtemps où il a fait le discours à l'occasion du 80e anniversaire donc de la bataille de Stalingrad. Et le parallèle était
tout fait, puisque de toute façon, il a un petit peu fait le parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale, où il a parlé des chars allemands. Il dit encore une fois, les chars allemands sont à nos trousses. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Merlouf? Est-ce que le parallèle est juste? Est-ce qu'aujourd'hui, Poutine joue avec les dates? Non, c'est clair que dans la politique, madame, la symbolique a toute son importance. Quand on fait référence à ce genre de dates et de références historiques, c'est clair qu'il y a un but politique recherché. Moi, je reste convaincu que ce qui se passe actuellement entre la Russie et le monde occidental d'une manière générale constitue un nouvel épisode d'une guerre froide, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un nouveau schéma, de nouvelles méthodes et peut-être avec de nouvelles orientations et de nouvelles implications sur les grands équilibres à travers le monde, parce que ce qui se passe actuellement entre la Russie et le monde occidental a démontré qu'il a des répercussions sur plusieurs plans au niveau mondial. Je vous cite comme exemple sur le plan économique comment ce conflit a pu avoir une incidence directe sur la problématique de la nourriture et du commerce du blé à travers le monde, ce qui a même constitué une urgence mondiale selon les agences spécialisées de l'ONU, et il y va même de la sécurité alimentaire peut-être au niveau mondial. Sur le plan énergétique, vous voyez bien que la variable énergétique est devenue un enjeu d'une importance capitale entre la Russie et beaucoup de pays européens. Sur le plan géostratégique, on commence à voir clairement que le monde est en train de se diriger vers un système multipolaire, tout en soulignant qu'il y a un déclin de la superpuissance des États-Unis comme étant une superpuissance singulière. Sur le plan aussi géoéconomique, on commence à voir clairement que l'ensemble de ce qu'on appelle l'ensemble des BRICS est devenu un acteur majeur qui pèse sur l'économie mondiale. Donc toutes ces données nous démontrent que ce qui se passe actuellement entre la Russie et les États-Unis et le monde occidental a des répercussions d'envergure mondiale. Ce qui me pousse à dire que la situation ne peut pas perdurer aussi longtemps, parce que d'une part, il y a, comme je vous ai dit, la donne économique, où on sait que même s'il y a ces aides qu'on annonce par-ci par-là, cela va peser sur les économies nationales de ces pays, et aussi va peser sur les contribuables de ces pays. Très bien. Ce qui pourrait gêner sur le plan politique certains, comme je vous ai dit, certains présidents, certains chefs du gouvernement. Quand on sait par exemple que dans 2 ans, il va y avoir les élections aux États-Unis, et ce qui se passe actuellement dans cette situation conflictuelle aura des incidences sur la future campagne présidentielle aux États-Unis et même dans certains autres pays européens. Et de l'autre côté, je reste convaincu que la Russie ne reculera jamais, parce qu'il y va de sa sécurité nationale, et il y va aussi de sa survie. Parfait, monsieur Merlouf. Politique et géostratégique. C'est une question, si vous voulez, c'est une question de sécurité existentielle pour la Russie, ce qui m'amène à dire que tôt ou tard, tout le monde sera obligé d'aller vers la table de négociation.
Très bien, Monsieur Sahel Makhlouf, je crois que le message est passé. Je vais terminer avec Monsieur De Koshko Dimitri, mais alors je vous donne quelques petites minutes, vraiment moins d'une minute, parce que le temps nous est imparti, tire à sa fin. Alors, Monsieur De Koshko, aujourd'hui, la Russie fête la bataille de Stalingrad, 80 ans, et donc 80 ans, on se retrouve encore avec des chars allemands à leur porte, les Russes, je parle des Russes, et surtout, le fait qu'aujourd'hui Poutine dit que de toute façon son pays, qui est Moscou, donc va riposter. De quelle manière? Alors d'abord, je voudrais souligner que M. Sahel Makhlouf a totalement raison, que l'enjeu, c'est effectivement la survie de la Russie. Brièvement, M. De Koshko, s'il vous plaît. Absolument. Ça, c'est complètement vrai. Et de ce point de vue-là, c'est le même enjeu que celui qu'il y a eu il y a 80 ans à Stalingrad. Ça a été la bataille qui a tourné effectivement le sort de la guerre. Aujourd'hui, les moyens de riposte, bien évidemment, on ne les connaît pas. La Russie est aujourd'hui supérieure en matière d'armement nucléaire. C'est grâce à ça qu'on n'a pas encore de conflit nucléaire, parce que si les Américains avaient été supérieurs, je pense qu'il y a longtemps qu'ils auraient déjà utilisé de l'arme nucléaire. Merci. Les Russes, eux, ne le font pas. Voilà. Parfait, Monsieur De Koshko, vous avez été dans le bon timing. En tous les cas, je vous remercie pour cette précision. Monsieur Dimitri De Koshko, je rappelle que vous êtes journaliste français, que vous étiez avec nous depuis Paris par Skype. Monsieur Makhlouf Sahel également était avec nous. Il est professeur des universités en sciences politiques, mais également expert en questions internationales et juridiques. Monsieur Makhlouf Sahel, merci d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Au revoir et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux thèmes.